Avant de souhaiter être autosuffisant, il faut déjà trouver le terrain. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle série que je lance et nous allons donc étudier le contexte de lieu, c'est-à-dire le sol, le climat, l'habitation, les problématiques au niveau des ressources naturelles. On va voir vraiment pas mal de choses. Bonjour, aujourd'hui je te propose une nouvelle série pour vraiment t'aider à trouver le meilleur terrain pour ton projet d'autosuffisance. Je t'invite déjà en premier à aller regarder ma vidéo sur mes pires erreurs lorsque j'ai souhaité me lancer en autonomie et donc notamment sur le choix du terrain où je suis actuellement. Donc pour réussir à être vraiment pérenne au niveau de son terrain, pouvoir en vivre on va dire le plus confortablement possible, c'est-à-dire en ayant le maximum de ressources sur son terrain. C'est donc très important de se faire une petite liste. Moi, pendant les 6 premières années, comme je le disais dans d'autres vidéos, pendant 6 ans, j'ai cherché, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas par rapport à ma liste, jusqu'à ce que je trouve dans cet endroit qui a été un coup de cœur, et donc je n'ai pas fait attention à cette liste. Donc je t'invite vraiment à ne pas faire cette erreur, parce que c'est vraiment très important pour l'autonomie. On a tous forcément nos propres critères, nos propres envies, et ensuite chaque terrain est unique. Donc déjà, notamment au niveau de l'endroit où il va se situer, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc déjà, la première chose que je vais t'inviter à faire, c'est que si tu souhaites changer de département, va y passer quelques jours, voire même plusieurs fois au courant de l'année, va faire tes vacances là-bas pour découvrir les lieux, différents lieux, parce que faut trouver vraiment l'endroit où tu aimerais t'installer, mais également étudier le climat, le vent, la terre, les ressources, tout ce qu'il peut y avoir dans le département, avec également toutes ces difficultés. Ça, c'est vraiment déjà le premier point, donc c'est pour ça que moi je dis toujours en autonomie, il ne faut pas se lancer du jour au lendemain, il y a tellement de choses en fait à voir. Et ça, c'est vraiment des choses que j'aurais dû prendre davantage en compte au moment où j'ai acheté mon terrain. Donc le sol est forcément la première chose que tu vas regarder sur un terrain quand tu vas aller faire tes visites de terrain. C'est un point vraiment très important. Alors bien sûr, tu peux l'améliorer, mais en fait le fait de travailler sa terre de manière à améliorer, ça demande beaucoup de travail, ça va te demander d'avoir beaucoup de ressources sur ton terrain, de pouvoir en récupérer chez tes voisins et partout où tu peux, parce que il faut beaucoup nourrir ta terre et ça demande beaucoup de temps. Donc si déjà tu peux mettre dans ta liste d'avoir une bonne terre dès le départ, c'est déjà un plus. Alors je vais te reprendre un peu ma liste parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations que je vais te partager dans cette série. Donc pour ne rien oublier, il y a donc déjà la composition du sol. Là je vais te dire, il y a donc le sableux, l'argileux, le limoneux, l'humifère, le calcaire. Donc le sableux, c'est donc un sol qui est très drainant, mais qui est très souvent pauvre en nutriments. C'est ce que moi j'ai donc ici. Je suis en plein milieu de la forêt, je suis dans les Vosges à 700 mètres d'altitude et je suis en pente. Ma terre, déjà j'ai quasiment pas de terre au niveau de la surface plane puisque ça a été construit par l'homme avec que du rocher pour faire maintenir donc le chalet, et j'ai une pente avec donc une terre qui est principalement sableuse. Donc le sable en fait ne retient pas l'eau, donc l'eau va très vite s'écouler, mais lorsqu'elle va s'écouler, elle va également emmener avec elle tous les nutriments de son sol. C'est ce qu'on appelle donc une terre lessivée. Alors habituellement, les terres sablonneuses, on les trouve plutôt tout ce qui est bord de mer, bord de l'océan, parce que forcément avec les plages, il y a beaucoup de sable. Ensuite, nous arrivons donc à la terre qui est donc plutôt argileuse, c'est ce que moi j'avais avant, qui est une terre souvent très compacte, qui est très dure, un peu comme du béton, qui n'est pas aérée. Il y a très peu de vie du sol vivant en fait dans les sols argileux. Bien sûr, là je pars sur des grandes lignes, Il faut bien imaginer que dans un sol, très souvent, il y a un peu de tout, dans différentes quantités. Je ferai une vidéo à part pour que tu puisses justement faire des prélèvements de terre. Donc la terre argileuse est donc très difficile à travailler. Ensuite, il y a la terre limoneuse, limoneux, qui est vraiment très intéressante si tu en as dans ta terre. Donc c'est vraiment tout ce qui est lié à la fertilité, à l'équilibre de ta terre. Par contre, elle est très sensible à l'érosion, c'est-à-dire que
Dès que tu as en fait l'eau qui circule, donc ça emmène donc justement tout ce qui est limoneux, les nutriments, ça part. Comme chez moi par exemple, en plus j'ai une pente, donc tout descend beaucoup plus loin dans la forêt. Il y a donc l'humifère, donc c'est une terre qui est très fertile, qui est riche en matière organique. Et donc humifère, c'est très souvent en fait la terre de forêt. Bien sûr, ici, moi je suis au plein milieu de la forêt, c'est-à-dire que je suis à mon lieu-dit, en fait, on a 30 minutes en voiture de forêt autour pour descendre dans les villages qui sont autour de chez moi. Donc logiquement, je serais censée avoir une très bonne terre, qui est une terre donc avec beaucoup d'humus, qui est liée justement à tout ce que les arbres, les plantes, les épines, les feuilles, tout ce qui tombe. Moi personnellement, comme je suis dans une pente et que c'est une terre qui a déjà été travaillée par l'homme, donc en fait, j'ai plus grand-chose en fait sur mon terrain. D'où l'intérêt d'avoir justement beaucoup de ressources naturelles sur son terrain pour améliorer donc, et continuer de faire ce travail. Ensuite, il y a les terres calcaires. Donc ça, c'est plutôt un côté, donc une terre qui est alcaline, qui est donc peu adaptée à certaines cultures. Donc voilà, donc c'est très intéressant d'aller justement étudier le sol. Donc lorsque tu vas aller visiter le terrain, demande si tu peux faire un prélèvement de terre. Alors le prélèvement de terre, il faut le faire à plusieurs endroits différents du terrain parce que en quelques mètres, la terre peut vraiment changer. Elle peut très bien être à un endroit argileux, un autre endroit va être beaucoup plus sableuse. Donc voilà, tu peux rencontrer plein d'endroits différents. Ce qui peut également être intéressant, c'est de faire analyser ce sol. La qualité en fait de ton sol, sa fertilité par exemple, donc sa teneur en azote, en potassium, en phosphore. Là par contre, je t'invite à faire ce test, que très souvent c'est en laboratoire. Fais-le plutôt une fois que tu as acheté le terrain, parce que ça coûte des sous, tu ne peux pas le faire à chaque fois que tu vas visiter un terrain. Après, il y a également des techniques pour le faire maison. Je te montrerai donc dans une vidéo dédiée plus tard comment le faire toi-même. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas investi dans un laboratoire. Après, j'ai aussi une philosophie où dans le sens où pour moi, voilà, j'ai mon terrain, j'ai ma terre. Je l'améliore parce que je ne suis pas spécialement pour la permaculture. Je vais tester plein de choses différentes, plein de techniques différentes qui vont au fur et à mesure améliorer la terre. Après, ça va être plus une question de rendement. Si vraiment tu veux avoir des gros rendements, de gros légumes, des choses comme ça, là c'est très intéressant justement de faire des tests sur ta fertilité de ton sol parce que justement en l'améliorant, en apportant certaines données spécifiques, tu vas avoir beaucoup plus de rendement. Donc lorsqu'on cherche l'autonomie, effectivement, c'est intéressant. Ensuite, il y a donc le climat. Je pense que je le mettrai peut-être même en premier parce que le climat, ça va vraiment tout changer sur ton autonomie. Suivant ton climat, si tu es dans un endroit où il fait très chaud, très sec, où il y a peu d'eau, ça sera beaucoup plus compliqué d'avoir un potager. Si tu es dans un endroit comme moi où je suis donc à 700 mètres d'altitude, donc c'est un climat plutôt de montagne, donc c'est beaucoup de vent, beaucoup de froid, des gelées qui sont très longues, qui s'étalent jusqu'au mois de mai, et également un froid qui peut commencer déjà en octobre ou novembre. C'est également un soleil qui va taper beaucoup plus fort que si j'étais en bas, donc c'est-à-dire de gros changements de température entre le matin et le soir, ce que les plantes n'aiment pas forcément. Elles aiment bien les choses quand elles vont en douceur, mais pas quand c'est trop brusque. Quand tu vas te décider donc, sur l'endroit où tu vas souhaiter t'installer par rapport donc, justement à ton climat, c'est de voir justement les températures, quelles sont tes températures tout au long donc, de l'année, les fluctuations vraiment, pour vraiment te juger, voilà, tu as ce nombre-là de jours de soleil dans l'année, ce nombre-là de jours de pluie dans l'année, mais également donc, les variations, combien de jours de gel tu as dans l'année, combien de jours tu as de vent dans l'année, à quelle vitesse va le vent, parce que ça aussi c'est important de savoir combien de kilomètres/heure a le vent dans le secteur que tu vises, parce que ça peut détruire tout ton verger par exemple ou tout ton potager. Ensuite il y a donc le point donc, de l'ensoleillement qui est vraiment un point important au niveau donc, de ton terrain, c'est-à-dire que lorsque tu vas visiter, imagine-toi déjà où est-ce que tu veux mettre ton potager. Donc on sait que le mieux c'est toujours le sud pour qu'il y ait vraiment un maximum de soleil. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir vraiment le soleil, c'est-à-dire que comme chez moi, j'ai mon potager en fait, tu as le soleil dès le matin qui se lève donc à l'est, il tourne, on est au sud, mais ça va jusqu'à on va dire à 5 heures, j'ai le soleil ici, et ensuite ça va passer davantage derrière. Chez moi, j'optimise vraiment le moins de centimètres, c'est-à-dire que même ma terrasse, tout va être complètement transformé pour avoir des légumes, des fruits partout. Donc ça c'est vraiment très important.
de savoir, parce que le potager, ce qui doit être le plus proche de ta maison pour faciliter l'accès et aussi ne pas avoir à faire à chaque fois des kilomètres tous les jours pour l'entretenir. C'est la partie qui t'amènera donc tous tes légumes, c'est vraiment le point fondamental dans ton autonomie alimentaire. Il doit être vraiment bien exposé parce que la grande majorité des légumes demandent à avoir du soleil et certains être à mi-ombre, mais rarement ils veulent être à l'ombre. Donc c'est important qu'il y ait vraiment un maximum de soleil. Donc pour ça, tu vas regarder est-ce qu'il y a des grands arbres, parce que ça aussi, il faut y penser aux ombres portées. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir justement une haie anti-vent, mais il ne faut pas qu'elle soit trop haute non plus au niveau du potager, parce que sinon, elle va faire trop d'ombre et donc tes légumes auront du mal à pousser. Donc ça, c'est vraiment très important lorsque tu vas acheter ton terrain, lorsque tu fais tes visites, c'est d'y aller le matin, à midi et en fin d'après-midi et même voir le soir, pour vraiment voir en fait où sont les ombres. Est-ce qu'il y a moyen peut-être du coup de couper en hauteur les arbres pour qu'ils soient moins hauts. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir à tout parce que c'est très important que ton potager puisse être au soleil et un maximum d'heures dans la journée, que ce soit en hiver et en été. L'hiver est très important si tu souhaites avoir également des légumes en hiver. Si il est vachement à l'ombre, il ne faut pas oublier que le soleil va descendre également, donc l'ensoleillement sera encore différent par rapport à l'été. Donc ce sont plein de points vraiment très importants à prendre en compte. Il existe des applications sur le téléphone pour vérifier justement la courbe du soleil. Voilà, donc tu as vraiment plein de choses que tu peux mettre en place pour vérifier tous ces points. Ensuite, regarde donc la végétation naturelle qu'il y a sur le terrain, mais également autour, c'est-à-dire ne t'arrête pas juste à ce terrain-là, regarde est-ce que les voisins font des potagers, est-ce qu'il y a des vergers, est-ce qu'il y a des choses qui poussent autour. Ensuite, regarde donc ton terrain pour voir est-ce que justement, est-ce qu'il y a déjà des plantations, est-ce qu'il y a déjà un verger, est-ce qu'il y a des arbres, est-ce qu'il y a une haie coupe-vent. C'est vraiment très important parce que ça va te permettre de savoir est-ce que ton sol il est fertile ou non. Ensuite, regarde les plantes bio-indicatrices qui sont sur ton sol. Parce que ça aussi, c'est un point important parce que suivant ce qui pousse, tu vas savoir est-ce que ton sol, par exemple, est-ce qu'il est en manque d'azote, en manque de potassium, en manque de phosphore, en manque de... Ouais, ça te donne pas mal d'indications. Donc, regarde le terrain. Si par exemple, tu as des orties, ça veut dire que ton sol est riche en azote. Si tu as par exemple du pissenlit, c'est plutôt un sol qui est compacté. Et ça, j'avais énormément de pissenlit sur mon sol là qui était argileux. Ici, j'ai énormément d'orties sauvages. Si tu as de la prêle, c'est donc plutôt un sol qui est humide et acide. Si tu as du trèfle, c'est plutôt un sol qui est fertile et qui est vraiment très riche. Tu peux également justement poser des questions au niveau de la faune, mais également observer où est-ce que tu es. Si tu es en forêt, tu te doutes bien que tu as des chevreuils, des biches, des sangliers par exemple, qui peuvent justement détruire ton potager. Si tu es plutôt... dans les plaines, il y a peut-être les lapins, les lièvres qui peuvent également détruire. Ensuite, il y a les taupes. Alors les taupes, par contre, si tu vois déjà des traces de taupes sur ton terrain, ça c'est très compliqué. Moi, je vois mes parents, ils ont énormément de mal à chasser donc les taupes. Et ça fait pas mal de dégâts. Mais après, c'est toujours pareil. Quand tu veux, en fait, quand tu vises l'autonomie, logiquement, je l'espère, tu vises également de créer un environnement où tu vas optimiser la biodiversité. La biodiversité va demander du temps pour se mettre en place, c'est quelques années, on dit souvent 2-3 ans pour que tout se mette en place. Donc à un moment donné, tout se régule. C'est-à-dire que normalement, tu n'es pas censé avoir besoin d'utiliser des produits pour tuer par exemple les pucerons, tout ça. En fait, ça va se faire naturellement. En fait, lorsqu'il y aura des pucerons, à un moment donné, les coccinelles vont arriver. Et en fait, tout se met en place petit à petit. Ici, mais c'est vraiment... en fait, tout s'est mis en place à partir du moment que j'ai mis les bassins. Et forcément les plantes, c'est-à-dire qu'au début quand je suis arrivée, les 6 premiers mois, je me disais mon Dieu mais c'est horrible, j'entendais pas un seul oiseau. Et moi là j'habitais avant, j'avais plein d'oiseaux autour de la maison, c'était magnifique, j'adorais ça, ils me réveillaient le matin vers 5h, 5h30, mais c'était pas dérangeant parce qu'en fait c'était des très beaux chants. Et arrivé ici, il n'y avait plus rien, et ça m'a énormément manqué. Et là, je vois au bout de... Donc ça fait 1 an et demi, je me dis, mais maintenant j'ai des oiseaux tout le temps. Je vois, quand je travaille à mon bureau, je vois les mésanges, je vois les piges, je vois des genêts. Voilà, je vois des oiseaux que j'avais encore jamais vus avant. Et tout cela s'est fait en fait en 1 an et demi. Pareil, maintenant j'ai des coccinelles, j'ai également des... comment ils s'appellent déjà? Des orvées.
on a des crapauds, on a des grenouilles, on a des libellules. Donc voilà, en 1 an et demi, on a plein d'animaux qui sont venus ici. Des fois je me demande mais d'où est-ce qu'ils viennent. et voilà, ça se fait tout seul. Donc forcément il y a les nuisibles, où là il va falloir faire attention. Si par exemple si tu es en forêt, il va falloir que tu clôtures, parce que moi la première année c'était pas clôturé, donc ils m'ont tout bouffé. Clôture, là aussi je précise, si vous avez des poules, prenez des clôtures avec des tout petites ouvertures, parce que même avec les ouvertures comme ça, les renards passent dedans, hein, je précise, parce que c'est ce qui s'est passé chez moi. Donc ça c'est important de bien clôturer. Ensuite, il va falloir créer des bassins, faire plein de choses pour amener la biodiversité au fur et à mesure. Ça peut également être intéressant du coup de discuter donc, avec les propriétaires. Est-ce qu'il y a des nuisibles, est-ce qu'il y a peut-être des souris, des rats, des mulots, des campagnols, peu importe, mais toutes ces petits nuisibles qui eux vont venir manger les légumes par en dessous ou s'incruster dans les maisons. Nous on a ce souci là, comme c'est charpente en bois, ils ont réussi à se faufiler, donc on en a sous le toit. Donc voilà, il y a des contraintes. Après il faut trouver des petites solutions, mais il y a toujours plein de solutions, plein de choses à mettre en place, et j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Il y a également l'eau, qui est donc une ressource obligatoire pour l'autonomie. C'est-à-dire qu'il faut au moins avoir soit une source, soit une rivière, soit un étang, des bassins. Pensez également à pouvoir installer des récupérateurs d'eau de pluie, donc à grande contenance. Ça c'est vraiment crucial. Sans eau, il n'y a pas de vie. Donc ça c'est vraiment le point important à voir et qui est non négligeable lorsqu'on va donc acheter son terrain. Il y a donc également le bois. Ça c'est un point également, mais en fait je me rends compte aujourd'hui à quel point c'est important. Ici on a forcément des grands arbres, déjà c'est ce qui m'avait beaucoup plu également sur ce terrain, mais il faut se dire que quand on veut être autonome, donc nous on se chauffe au poêle à bois, en fait ça consomme quand même pas mal de bois. On est je dirais à 6-7 stères par an. Bien sûr ça va dépendre du froid. Nous ici on a des gelées jusqu'à -6, et donc la maison avec le poêle à bois, là par exemple ce matin j'étais à quasiment 12 degrés dans la maison, puisque le poêle à bois en fait s'éteint au cours de la nuit, et donc le matin quand je me réveille, voilà, il fait plutôt froid dans la maison, malgré tout ce que j'ai mis. Donc je t'invite à aller voir ma vidéo sur le chauffage, tout ce que j'ai mis en place. Donc là c'est vraiment le record, on n'a jamais eu aussi froid en fait dans la maison. Heureusement dans la journée on a le soleil, quand il y a le soleil, donc il nous chauffe la maison grâce aux baies vitrées. Mais voilà, donc pour dire quand même qu'il faut avoir du bois. Bien qu'on habite en forêt, c'est très très difficile d'avoir du bois. En fait, j'ai jamais eu autant de difficultés à trouver du bois ici. Donc pour en acheter chez quelqu'un qui prépare le bois et qui le coupe déjà à la bonne dimension. Donc ici on a 4000 hectares de forêt qui entourent donc la maison. Et tout est géré en fait par l'ONF qui détruit la forêt. En fait depuis que je suis arrivée, quand on est arrivé, on visitait beaucoup, on se promenait ici, c'était des randonnées magnifiques. Et je sais pas pourquoi, mais à peine on a emménagé, qu'on a eu les clés, j'allais tous les matins me marcher, et puis j'entendais tout le temps le bruit en fait des bûcherons qui n'arrêtaient pas de couper, et petit à petit en fait ils détruisent, et donc c'est le carnage ici. Et donc voilà, donc malgré ça, j'imagine que les particuliers ici ont beaucoup de mal. En fait, il n'y a peut-être pas beaucoup de particuliers qui ont de la forêt, alors que normalement, en France, 95% de la population est censée avoir. Les forêts sont censées appartenir à 95% de la population, mais je commence à me poser des questions. Parce que ici, en fait, le maire qu'on a actuellement achète les terrains pour 20 € de l'art, parce que j'ai vu ça dans un dossier de la mairie, et les revend à des scieries mobiles. Donc voilà, donc en fait ici, c'est peut-être ça qui explique pourquoi c'est tellement compliqué de trouver du bois. Mais alors, pourquoi je parle de ça? Parce que il faut se renseigner avant d'acheter son terrain. Est-ce que c'est facile de trouver du bois ou non? Parce que si tu es comme nous, en fait, souhaiter te chauffer au bois, il faut réussir à t'en procurer. Moi je suis actuellement, donc on arrive un petit peu à trouver quelques stères, mais c'est pas forcément du très bon bois, ni du bois qui est bien sec. Et donc du coup, je suis obligée d'aller chez mes parents pour réussir à me fournir un peu en bois. Donc je trouve ça aberrant de devoir faire 1 heure. Bon après, c'est uniquement quand on va les voir, on charge un peu de bois dans la voiture. Mais je trouve ça aberrant. On habite en plein milieu d'une forêt, on n'arrive pas à trouver du bois. Donc c'est vraiment très important de savoir, est-ce qu'ici c'est facile, là où tu voudras habiter, est-ce que c'est facile de te fournir en bois?
Et ensuite, le mieux, achète une forêt près ou carrément accolée à ton terrain, ça c'est encore le mieux. Si tu as justement une parcelle de forêt pour justement avoir ton propre bois. Donc moi, un de mes projets donc en 2025, c'est de planter des arbres qui vont me permettre justement d'avoir du bois. Donc je vais les planter tout le côté nord. En même temps, ça participera à ma haie brise-vent. Et puis, dans 10, 15, 20 ans, on pourra avoir du bois. Donc je sais que c'est dans très longtemps. Mais voilà, comme moi j'anticipe par rapport justement à plus tard, c'est intéressant de planter du bois justement sur son terrain. Et ici on a déjà plein d'arbres, donc si on a besoin de bois, on va pouvoir commencer un peu à couper parce qu'ils sont très très hauts. Ils me font beaucoup d'ombre au niveau justement du potager, du verger. Donc je pense que ce sont les premiers qu'on va couper. Puis après, je suis en train de regarder justement pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen d'acheter justement des parcelles de forêt ici, dans cette forêt. Donc j'économise actuellement pour ça, parce que j'aimerais pouvoir acheter un maximum de forêt, parce que je trouve ça pas normal. Surtout, un point important, c'est que le bois ici, que l'ONF coupe, ne part même pas dans nos scieries ici, parce quand on a acheté le bois pour faire donc tout l'intérieur de la maison, c'était les scieries qu'on a visitées, la grande majorité c'était du bois qui venait carrément d'autres pays. Donc on envoie notre bois en Chine ou dans d'autres pays et on rachète dans d'autres pays pour avoir du bois ici. C'était complètement aberrant. Donc voilà, on a réussi à trouver quand même ici du bois, si je ne me trompe pas, qui vient de France. Mais voilà, je trouve ça pas normal avec tout le bois qui coupe ici. Donc voilà, désolée, je repars encore dans toutes mes discussions, mais je trouve ça aberrant. Voilà. Ce qui est intéressant également, c'est de voir toutes les énergies renouvelables, comme par exemple, tu as le bois, mais il y a également, est-ce que tu auras assez de soleil sur ton terrain, mais même en hiver, pour pouvoir justement récupérer par exemple, faire de l'électricité avec le soleil, mais également chauffer l'eau avec le soleil, créer des chauffages solaires. Donc voilà, il y a plein de choses, ou ton four solaire. Donc ça c'est un point important. Est-ce qu'il y a du vent sur ton terrain? Est-ce que c'est un endroit où tu pourrais peut-être mettre une éolienne pour récupérer justement, créer de l'électricité? Et donc un point que j'ai bien découvert ici, c'est donc les pentes et l'isolement. C'est-à-dire que est-ce que le terrain qui t'intéresse est en pente? Donc je te le disais déjà par rapport à mes propres expériences, en pente, ça veut dire que c'est une terre qui est très souvent lessivée, tu as beaucoup d'érosion. C'est également donc complexe au niveau, donc si tu as des travaux, si tu dois faire venir quelqu'un pour faire des travaux ici, est-ce qu'ils vont pouvoir monter avec les camions? Est-ce que toi, tu auras aussi la possibilité de monter chez toi tout le temps, toute l'année, facilement? Parce que moi ici, donc la montée, c'est une pente qui est à 8%. J'ai acheté exprès donc un 4x4 d'occasion pour pouvoir réussir à monter en plein hiver, parce que lorsqu'il y a la gelée ou de la neige, avec mon ancienne voiture, je ne pouvais pas monter. Donc j'ai acheté un 4x4 pour ça, donc 4 roues motrices. Mon mari, en hiver, là en ce moment, il est coincé en bas. Et l'isolement aussi, si tu es loin de tout, est-ce que ça va être facile d'amener justement du matériel lorsque tu vas faire tes travaux? Est-ce que les chemins d'accès sont assez larges pour que si c'est un camion qui puisse passer et repartir? Ensuite, il y a également donc le contexte humain, c'est-à-dire toi. Est-ce que tu es assez en forme pour pouvoir justement être autonome au maximum? Quel âge tu as aujourd'hui pour te lancer dans ce projet-là? Parce que l'âge que tu as, ton état de santé, ta forme physique vont déterminer les travaux que tu vas être capable de faire aujourd'hui. Parce qu'au moment où tu vas te lancer, c'est là où tu as le maximum de travaux. Et ensuite, suivant l'argent que tu as sur ton compte, parce que l'argent c'est également un facteur super important, quasiment personne n'en parle, mais je veux dire, c'est pas gratos le matériel, il faut le payer, ça coûte, et tout coûte de plus en plus cher. Et donc si tu n'as pas les finances au moment où tu te lances, en fait tu vas devoir étaler les travaux sur le temps. C'est ce que moi je fais ici, puisque je gagne pas beaucoup, donc j'étale tout. Ça fait donc maintenant 2 ans qu'on est ici. J'étale tout ce que j'ai à faire comme travaux. Dès que j'ai un peu de rentrée d'argent, tiens, je vais acheter une plante qui me manque, parce que j'achète pas 2 fois la même variété pour pouvoir, parce qu'après je fais des boutures, du marcottage. Donc quand j'achète une nouvelle plante, c'est toujours une variété autre que ce que j'ai déjà.
Mais voilà, donc dès que j'ai un peu de sous, j'achète ça, ou dès que j'ai un peu de sous, je vais acheter un outil pour mon potager, ou je vais acheter une vitre, ou je vais... Donc voilà, j'avance petit à petit. Maintenant, je récupère autant que je peux pour économiser. Mais voilà, pour te dire que donc au niveau du facteur humain, si aujourd'hui tu as comme moi j'ai 48, je vais avoir 48 ans là dans quelques jours, voilà, j'ai aussi mes problèmes de santé que j'ai depuis quelques années, j'ai pas une très bonne forme, je suis pas très, très musclée, donc voilà, ça me limite dans plein de choses. Et donc ça, si en plus je dois étaler dans le temps, donc au fur et à mesure, on prend de l'âge, on vieillit, le travail physique, forcément ça crée également quelques soucis physiques, donc ça devient en fait avec le temps de plus en plus compliqué d'avancer dans ces travaux, de faire des choses difficiles, lourdes. Donc c'est important au moment où tu vas acheter ton terrain de prendre ça en compte, parce que si tu as tout à faire, tu pars complètement de zéro. C'est compliqué si tu as justement quelques soucis de santé et des soucis au niveau de ta forme physique. Donc tu vas devoir prendre peut-être un terrain où tu as déjà un bassin qui est en place, où tu as déjà un verger, où tu as peut-être déjà un chalet ou quelque chose d'habitable. Donc voilà. Tu auras compris à quel point c'est important de vérifier tous ces points, donc des différents contextes que tu as sur un terrain pour vraiment optimiser au maximum donc l'achat de ton terrain et qu'il puisse correspondre à tout ce que toi tu souhaites mettre en place dans ton autosuffisance. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit plus. Tu sais à quel point c'est important pour m'aider à faire connaître mes vidéos et partager toutes ces connaissances et expériences. Je te souhaite vraiment de faire de belles recherches et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.